Cap sur le village de Toile, ou pour parler plus noblement, le camp du Drap d'Or. D'extérieur, ces tentes sont couleur sable à feston bleu et se marient bien avec l'infranchissable muraille de montagne. C'est ici que les rois et les princes vivront 2 jours. Persépolis, jeudi soir 14 octobre. Dans ce salon qui en réalité est l'intérieur d'une tente, les souverains d'Iran vont recevoir leurs invités venus du monde entier. Rois, reines, princes, chefs d'État ou de gouvernement, et déjà la proche famille du Shah est présente. Dans ce groupe, 2 frères du souverain et leurs épouses. Décor, cette grande tente de 35 mètres de diamètre, dont tous les murs sont tendus de velours rouge frappé avec franges dorées. La moquette est également rouge, le vélum rouge est en faille. Sur les murs, 16 appliques assorties de style Louis XV. Les lustres, eux, contrairement à ce qu'il y paraît, ne sont pas en cristal mais en plastique. Ils pèsent 200 kilos chacun. S'ils étaient en cristal, ils feraient 800 kilos et le plafond s'effondrerait. Premier invité de marque, son Altesse Royale le prince Bernard des Pays-Bas, époux de la reine Juliana, serrant ici la main du ministre de la Cour, son Excellence Monsieur Hallam. Qui annonce-t-on? Eh bien, la princesse Shams, sœur cadette du Shah, suivie de son mari ministre dans le gouvernement iranien. Bonjour, ou plutôt bonsoir, à Monsieur Hallam. La princesse ne garde pas sa cape de fourrure, ni les usages, ni la température ne le permettent. N'oublions pas que nous nous trouvons en plein désert. Et c'est à 1000 km de Téhéran, à 7000 km de Paris et à 30 cm en dessous du prince des Pays-Bas qu'on donne le baiser rapide de rigueur en pareille circonstance. Puis la sœur va embrasser ses frères et les épouses de ceux-ci. Le décor est planté, la fête commence. Inclinaison de tête, car voici leurs majestés impériales, Mohamed Reza Ariamer et Farah Pahlavi. Il a 52 ans, elle, en ce jour précis, fête son 33e anniversaire. Ils sont mariés depuis 10 ans. Farah a donné à son époux 2 garçons et 2 filles. Elle voudrait lui donner encore un 3e garçon. Chaque époque, parmi celles qui seront évoquées dans le défilé, est représentée dans cet énorme groupe de musiciens militaires. La musique est dure, âpre, elle deviendra peu à peu lancinante, puis obsédante, puis hallucinatoire. Mais telle nous l'entendîmes, telle nous vous la rendons. Le défilé de 2500 ans d'histoire de la Perse commence en vérité par l'étendard cavé, celui de l'époque préhistorique. Il n'est là que comme souvenir porté par des hommes en peau de bête. Les troupes qui combattirent pour Cyrus le Grand, contre Babylone ou contre Crésus, viennent derrière. Vêtements reconstitués d'après les bas-reliefs de Persépolis et de Béistoun, d'après les écrits de Xénophon et d'Hérodote, notamment la description d'Hérodote des 47 contingents qui prirent part aux campagnes de Grèce de l'empereur Xerxès. Bernard Jansou, ces images du défilé militaire de Persépolis ont été pratiquement l'œuvre de la télévision française. La mise en place d'un dispositif aussi important que celui de la retransmission en direct des fêtes du 2500e anniversaire de la fondation du royaume des Perses a dû représenter pour vous un certain nombre de problèmes. D'abord, sur le plan historique, comment les choses se sont-elles passées? Eh bien, sur le plan historique, nos premiers contacts
avec nos collègues de la télévision iranienne, remonte à une année environ. Nous avons fait là-bas une reconnaissance avec Édouard Sablier et nous avons déterminé les moyens à mettre en œuvre pour couvrir, disons, l'essentiel des manifestations qui devaient se dérouler à l'occasion du 2500e anniversaire de la fondation de l'Empire perse. Car évidemment, il y avait une multitude de façons de couvrir ces événements-là, qui allaient du film classique à l'enregistrement magnétique pur et simple des images, qui se traduisait par le fait que les difficultés de transmission à ce moment-là n'existaient plus. Mais la manière évidemment la plus spectaculaire de retransmettre ces événements, en dépit des difficultés que cela représentait, c'était bien une retransmission en direct. S'agissant de distances à couvrir de l'ordre de 7 à 10 000 km, il était nécessaire de faire appel aux satellites, et dès lors, c'était le grand processus de transmission des images en mondovision qui devait être mis en branle. Mais je dois dire que l'année dernière, le système de transmission par satellite, en particulier sur l'océan Indien, n'était pas opérationnel. Sur l'océan Atlantique, on n'était pas certain d'avoir la capacité suffisante de transporter les images, mais aussi le son, car la télévision en Eurovision, et ce n'est pas à vous que je le dis que l'apprendrez, Jacques Loquin, c'est sans doute une image, mais c'est aussi les multiples sons qui accompagnent ces images en fonction des pays participants. Donc disons que l'année dernière, un certain nombre de points d'interrogation pesaient et ne permettaient pas de définir d'une manière définitive la façon dont ces manifestations seraient couvertes. Finalement, nous avons retenu la manière la plus difficile, c'est-à-dire les reportages réalisés en direct, en couleur et retransmis en mondovision. Pour retransmettre des reportages en couleur et en mondovision, alors il est nécessaire de mettre en œuvre un dispositif extrêmement puissant qui va de la caméra électronique, et nous disposions, je vous le rappelle, pour couvrir ces événements de 6 caméras lourdes et 2 caméras légères, l'une étant installée sur un hélicoptère mis à notre disposition par l'armée de l'air iranienne, et l'autre installée sur une voiture mobile, dite voiture travelling, transportée de France par les soins de l'armée de l'air par un avion Transal. Donc nous disposions là-bas de moyens puissants comportant les 6 nouvelles caméras développées par l'industrie française et pour lesquelles cette opération constituait un véritable baptême du feu, car elle n'avait jamais été mise en exploitation, ce qui constituait pour nous un certain souci. Mais je tiens ici à rendre un hommage particulier à l'effort fait par l'industrie, qui a mis à notre disposition un matériel qui, en tout point, a répondu au désir que nous avions. Donc les 2 caméras légères ont permis de donner les images, que ces magnifiques images du stade que vous avez vues notamment, et toutes les vues panoramiques de Persépolis, car des caméras au sol ne rendent pas compte du cadre. Et Persépolis est avant tout un cadre merveilleux. Mais les difficultés ne se limitaient pas à la prise de vue, car les images, une fois produites, il convenait de les retransmettre. Donc prenons l'exemple, si vous voulez, d'un téléspectateur français recevant une telle image. Comment a-t-il reçu une telle image? Eh bien, à la sortie du quart de prise de vue, et à l'aide d'un faisceau hertzien qui reliait Persépolis à la station de satellite iranienne située à Assadabad, c'est-à-dire à 400 km à l'ouest de Téhéran, et par bonds successifs de 50 km, car vous savez que les images se transmettent en visibilité directe, n'est-ce pas? Toutes ces stations intermédiaires se comportant un peu comme les stations de pompage réparties le long d'un pipeline, et bien cette image était transmise à la station d'Assadabad. D'Assadabad, elle envoyait directement l'image sur un satellite situé au-dessus de l'océan Atlantique, Intelsat 4, qui l'a renvoyé vers Plumeur-Bodou. Et à Plumeur-Bodou, à partir de Plumeur-Bodou, cette image était renvoyée à Paris, et Paris était une véritable plaque tournante permettant la distribution des images non seulement sur le réseau d'Eurovision, mais aussi vers la Mondovision. Après, toutefois, s'agissant du territoire américain, une transformation, un transcodage de l'image, les normes américaines de télévision en couleur étant différentes des nôtres. Une particularité mérite d'être signalée. Une deuxième station terrienne de satellite avait été installée par les Iraniens près de Persépolis et permettait l'attaque directe du satellite placé au-dessus de l'océan Indien.
Et grâce à cela, les Japonais ont reçu directement les images, et aussi bien les États-Unis que les États d'Amérique latine, que les Japonais, avant même la fin des émissions, nous ont exprimé leur satisfaction et ont dit à quel point était excellente la qualité des images qu'ils avaient reçues.